On est atteint du syndrome de l'imposteur. Tant qu'il y a des humains, il y aura des palabres. On avait fini de négocier le recrutement et elle me dit je suis enceinte. Le gars, il est très bon commercialement. Tu dis, il va quelque part, il te décroche un business. Il ne suffit pas d'être bon techniquement pour être un bon manager et tout le monde n'est pas dédié à devenir manager. Quand la conversation devient chic, là, je veux plus, je commence à te poser des questions compliquées. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et bien sûr, je suis Naboufal. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Olga Lawson. Bonjour Olga, comment vas-tu? Bonjour Nabou, je vais très bien et toi? Ça va super. Alors Olga, dis-nous qui tu es. Alors, qui je suis? Je suis une passionnée des ressources humaines. J'accompagne des gens, les entreprises à bien s'organiser, à être performantes et à atteindre des niveaux internationaux, ce que l'Afrique le mérite. Alors, quand tu parles de ressources humaines, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a dans ressources humaines? Parce qu'on entend beaucoup experts, spécialistes en ressources humaines, tous ces mots-là. C'est quoi les ressources humaines concrètement en réalité? Merci pour la question. Souvent, lorsqu'on parle de ressources humaines, les gens vont spontanément penser au recrutement, aller chercher des talents. Alors, c'est vrai que c'est un point important, mais c'est souvent la finalité. Les ressources humaines, c'est vraiment d'abord organiser une entreprise pour faire en sorte qu'elle soit performante. J'ai déjà utilisé ces termes plusieurs fois et je le ferai encore beaucoup, je pense, pendant notre échange. Comment s'organiser, comment faire en sorte d'avoir les bonnes personnes, les mettre au bon endroit et puis faire en sorte que ces personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc, on va passer par, bien sûr, tout ce qui va concerner l'administration, les contrats de travail, les choses comme ça. Mais après, tout ce qui va concerner la motivation, les conditions de travail, c'est très important pour faire en sorte que l'entreprise puisse donner le meilleur et atteindre ses objectifs. D'accord, donc ce n'est pas ce qu'on pense. Non. Dès qu'on dit ressources humaines, j'envoie mon CV. Exactement. Donc c'est un métier. C'est un métier. Et souvent, ce que j'aime à dire, c'est que le CV, le recrutement, pour moi, c'est 10% de mon activité. D'accord. Le reste, c'est vraiment aider les entreprises, les patrons à y voir plus clair, à faire en sorte d'avoir les bonnes équipes, d'avoir des personnes sur lesquelles ils peuvent se reposer. Et c'est vraiment le nerf de la guerre. D'accord. C'est vrai que ça m'arrive d'être recruté par des cabinets de ressources humaines pour coacher des dirigeants ou des collaborateurs. Donc c'est vraiment aussi normalement le rôle des ressources humaines de dire voilà ce dont on a besoin en termes de compétences. Telle personne, voilà ce qu'il faut pour élever son niveau de leadership. Ça, c'est vraiment le travail des ressources humaines. Tout à fait. Je pense que les personnes qui exercent ce métier, ils doivent avoir l'oreille attentive des patrons. Parce qu'effectivement, avant de parler de compétences, il faut savoir de quoi il a besoin, où est-ce qu'il veut aller. Et en fonction de ce qu'il veut faire, on va maintenant rechercher les compétences adaptées. Et si on revient sur cette notion de recrutement, souvent je dis, on ne recrute pas au hasard parce qu'on a rencontré une personne qu'on a trouvée sympathique. On se dit, tiens, elle a compris à peu près ce que je voulais faire et on y va. Non, il faut vraiment se poser. Pour parler un peu techniquement, il faut une fiche de poste tout simplement. C'est ce qui va permettre de dire très clairement ce que l'on veut. On va dire ça va nous éviter de faire des erreurs de casting. Quand j'entends bien ce que tu dis, je note, tu dis, tu parles beaucoup des patrons, des dirigeants, Ouais. mais quid des professionnels? C'est vrai. Quel est ton rôle de l'autre côté de la ligne en fait, parce que tu parles des dirigeants, patron veut ça, écoute, compétences, profil de poste, et les gens qui sont de l'autre côté, qui sont dans l'entreprise ou qui cherchent du travail, quel est le rôle des ressources humaines par rapport aux personnes qui sont de ce côté-là? C'est vrai que je parlais souvent des patrons parce qu'en fait, pour que les personnes qui sont de l'autre côté de la ligne aient du travail, il faut qu'il y ait une entreprise, il faut qu'il y ait de l'activité, une activité qui se tienne. Maintenant, le rôle des professionnels RH, ça va être de faire en sorte que ces deux acteurs se retrouvent pour aller vers un objectif commun. Donc bien entendu, lorsqu'on est professionnel des ressources humaines, on va accompagner les individus puisque c'est eux bien souvent qui vont permettre à une organisation, une entreprise de fonctionner et de bien fonctionner. Donc il va falloir s'intéresser à ces personnes-là et s'assurer qu'elles savent ce qu'elles veulent et maintenant les guider, les aider pour leur permettre de donner le meilleur
d'elles-mêmes, de manière à ce qu'elles se sentent épanouies, parce qu'une personne épanouie, c'est une personne qui va forcément apporter beaucoup à l'organisation. Oui, comment on fait quand on est dans une organisation Mhm. et moi je suis une personne lambda au sein d'une organisation et j'ai envie de savoir où est-ce que j'en suis. Parce que souvent les gens ne savent pas très bien ce qu'ils peuvent demander aux ressources humaines. C'est vrai. Il faut même en entreprise, les gens se limitent juste à ils m'ont recruté, ok, les congés, truc basique quoi. Le salaire. Le salaire, et ça c'est Mhm. important. Mhm. Mais surtout, comment est-ce que je peux... Parce que souvent les gens me disent, quand je coach des professionnels, je dis mais adressez-vous aux ressources humaines. C'est vrai. Ah bon? J'ai dit oui. Mm. C'est les ressources humaines peuvent venir vous dire, d'abord l'entreprise peut vous accompagner dans votre développement personnel. Mhm. Les ressources humaines peuvent faire un bilan pour vous dire où est-ce que vous en êtes. Bref, je dis ça de façon à ma façon, Mhm. parce que je ne suis pas une experte des ressources humaines. Mhm. Voilà, j'aime bien faire la ligne rouge entre les métiers. Ce n'est pas mon métier. Oui. Non, parce que souvent les gens mélangent tout. C'est vrai. Tu vois, je vois souvent des gens, ok, non, coaching, ressources humaines, je dis moi, non. Je suis vraiment dans un domaine très précis. Mm. Toi, comment est-ce que quelqu'un qui vient, qui a envie d'évoluer au sein de l'entreprise, qui ne sait pas très bien comment s'y prendre, quel est le rôle des ressources humaines à ce moment-là? Alors, c'est intéressant ce que tu demandes parce que ça va vraiment dépendre de la culture de l'entreprise. Il y a des entreprises qui vont faire l'effort d'afficher, on va dire, les règles. Quelles sont les possibilités d'évolution pour les collaborateurs. Mais souvent, ce n'est pas le cas, donc ce qui fait que les personnes en face ne savent pas trop comment s'y prendre. Je pense que le premier RH, pardon, c'est le manager. C'est lui qui connaît ses équipes et c'est lui qui parle avec eux au quotidien. Donc je pense qu'une personne qui veut évoluer et qui ne sait pas trop où aller, surtout si les règles du jeu ne sont pas claires, elle doit déjà s'adresser à son manager en disant « Voilà ce que moi j'aimerais faire ». Tout simplement parce que lorsque des opportunités se présenteront, on pensera à la personne qui a parlé. Et ça, vraiment, c'est universel. Mais souvent, les gens n'osent pas. Ils se disent « Ah, mais si je m'exprime, ça peut être mal interprété ». Mais de l'autre côté, bon, les managers n'ont pas la science infuse, ils ne peuvent pas deviner ce que les autres veulent. Donc, il faut s'exprimer. Donc, même si les règles ne sont pas clairement affichées, il faut créer des opportunités pour échanger. Donc, s'il y a des entretiens d'évaluation formelle, c'est le moment idéal. Mais lorsque ce n'est pas le cas, je pense qu'on peut toujours demander un rendez-vous avec son manager et puis échanger un petit peu sur les possibilités d'évolution. Et surtout pour prendre de l'information, parce que toutes les entreprises ne sont pas, on va dire, très fortes en termes de communication aussi, pour dire voilà quelle est notre stratégie. Dieu merci, sinon on n'aurait pas de business. N'est-ce pas? Voilà, donc on ne sait pas toujours où va aller l'entreprise dans les 3, 4, 5 années à venir. Pourtant, c'est important de le savoir pour maintenant pouvoir se positionner, peut-être faire les formations qu'il faut et s'adresser aux bonnes personnes pour maintenant pouvoir saisir des opportunités. Donc le rôle du RH dans l'entreprise sera justement de faire le lien, d'aider à identifier des profils qui vont maintenant répondre à des besoins en compétences, quoi. Je dis ça souvent aux gens, ils viennent et ils disent « Ah, mais moi, ça fait 10 ans que je suis à tel poste, j'ai envie de changer. » Je dis « Mais tu crois que ton DG, il va deviner que tu veux changer ou ton directeur, ton N+1, est-ce qu'il peut deviner ?» Je connais une dame qui a eu ce cas-là, elle était pendant 15 ans ou 20 ans à un poste. Elle performait tellement qu'on ne pensait pas à elle pour aller ailleurs. Tout à fait. Mais elle aussi, elle n'exprimait pas le fait de vouloir changer. Donc, j'ai discuté avec le DG. On avait monté un programme de leadership féminin, c'était au Mali, pour les femmes. Il me dit, mais elle ne me dit rien. Il y en a une autre aussi, elle me dit, mais si elle m'avait dit, ce poste-là aurait pu être pour elle. Mais on vient de recruter, mais je n'ai jamais su qu'elle était intéressée. Donc, je me rends compte qu'il y a quand même une barrière de communication qui existe. Comment est-ce qu'on peut, si on n'ose pas aller voir son manager, que les ressources humaines peuvent jouer un rôle de tampon? Moi, je pense que tout ça va passer par la communication. Ce que tu dis, ce que tu as rencontré au Mali, on le rencontre partout. On a des personnes qui arrivent dans une entreprise qui se disent « Ah, donc je vais venir, je vais donner le meilleur de moi-même, je vais bien faire mon travail et mon manager saura comment me faire évoluer, que ce soit en termes de salaire, en termes de responsabilité. » Et puis en face, on a voilà, des patrons, des managers qui sont pris dans le flot des activités et qui n'ont pas forcément ce temps d'identifier les souhaits des uns et des autres. Il faut l'exprimer, tout simplement. Et une fois qu'on l'a exprimé, ça facilite les choses. Donc là encore, le rôle des RH va être
justement de créer ces espaces de communication. Ça peut passer par différents moyens. Donc, j'ai parlé des entretiens. Ça peut être simplement de mettre en place de la documentation, d'avoir une politique RH qui soit claire. C'est quoi la Euh, politique RH? Excuse-nous. la politique RH, c'est un document qui va venir, on va dire, traduire la volonté de l'entreprise pour accompagner le développement personnel des entreprises, Des des collaborateurs. collaborateurs dans l'entreprise, pardon. Donc, on va dire, voilà, pour nous, ce qui est important, c'est que nos collaborateurs aient un niveau de compétence très élevé. Donc, pour cela, on va donner les moyens en termes de formation, que ce soit en interne, en externe. Et voilà comment vous devez vous y prendre. On aura des moments pour faire des points. On va vous accompagner sur telle période. On va vous faire un plan de développement individuel. Ce sont des choses comme ça qu'on Il y a va combien exprimer. d'entreprises qui font ça vrai? Ou qui l'implémentent, même s'ils le font? Non, c'est une question que je pose parce que Bon, je vois des... c'est vrai que la majorité des entreprises ne le font pas, mais il y en a de plus en plus parce que les entreprises ont conscience que tout repose sur le capital humain. Et pour qu'on puisse avancer, il faut qu'on puisse échanger. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Donc, il faut des supports de communication. Et ce document-là, de plus en plus d'entreprises le demandent, pour mon plus grand bonheur, parce que je suis là pour les accompagner à le Et faire. pour mon plus grand bonheur aussi, Et d'ailleurs. voilà. Ils n'ont qu'à continuer à Ils demander. n'ont qu'à continuer à demander et je pense qu'ils continueront à demander est-ce que les choses évoluent. Donc, il faut les accompagner voilà, dans ce sens-là. Mais c'est vrai que des personnes qui sont dans la même entreprise pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans et qui n'ont pas bougé d'un iota en termes de poste, il y en a beaucoup, mais ça pose un problème. Le cycle normal dans un poste, c'est 3 ans, 4 ans maximum. Ah bon? Pourquoi tu Oui. dis ça? Enfin, moi, ça a toujours été mon cycle, spontanément. J'ai envie de Mais- dire que c'est un cycle naturel, quels que soient les postes. En fait, on parle de cartographie des métiers. Donc, dans un métier, on va occuper différents postes en fonction du niveau de responsabilité. Et en général, ça tourne autour de 3-4 ans. La première année, ça va permettre de prendre un peu ses marques, de comprendre vraiment ce qu'on attend de nous, de prendre vraiment possession du poste. Et puis après, il nous reste 2-3 ans vraiment pour se développer au maximum. Mais si on ne change pas, on va atteindre un certain niveau qui va faire qu'on va tourner en rond, on va plus être performant. Un C'est plafond de naturel. verre? Je Genre ne parlerai pas de verre? plafond de Non? verre. Je pense que c'est Une stagnation? voilà, une stagnation. Une stagnation, il faut passer au stade d'après, donc il faut préparer le stade d'après, peut-être par du coaching, de la formation, en tout cas de l'accompagnement pour que la personne puisse passer au niveau de poste supérieur avec tout ce qui va avec, les responsabilités, la rémunération et ainsi de suite. Et il faut vraiment qu'il y ait des cycles clairement identifiés pour que chacun s'y retrouve et qu'on évite en fait d'avoir des personnes qui se démotivent parce qu'elles font la même chose depuis trop longtemps. Il y en a beaucoup. Il y en a C'est la beaucoup trop. majorité, d'ailleurs. Il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour changer les choses, concrètement? Ce qu'on peut faire, c'est voilà, c'est toujours. Je vais revenir sur ces règles du jeu. Il faut que déjà l'entreprise ait une idée claire de comment les gens peuvent évoluer. Ce qu'on me répond souvent, c'est que en Afrique, par exemple, on a beaucoup de TPE, de PME, et les personnes disent bon, j'ai pas non plus 10 000 possibilités d'évolution. Pourtant, il suffit d'être imaginatif. Une évolution ne signifie pas forcément de la promotion avec une augmentation de salaire. On peut faire évoluer une personne dans le même poste en lui confiant une mission différente. Et les missions peuvent évoluer d'une année sur l'autre en fonction des objectifs stratégiques de l'entreprise. Et puis, on peut aussi faire évoluer des personnes en externe, parce qu'on peut avoir des entreprises partenaires et se dire, bon, la personne qui est là, ça fait un certain nombre d'années qu'elle est chez moi, pour éviter qu'elle arrive justement à ce niveau de stagnation, pourquoi pas la proposer ailleurs, en accord bien sûr avec cette personne. Elle peut revenir plus tard d'ailleurs en fonction de nos besoins. Mais je pense que l'expérience, pas client, mais l'expérience collaborateur, elle est très importante. Il faut garder une bonne relation avec les collaborateurs et les accompagner dans leur évolution professionnelle. Et d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Quand justement ces personnes ont le sentiment d'atteindre un niveau de stagnation, qu'est-ce qui se passe? Ou elles se démotivent complètement et elles restent dans leur coin, elles ne sont plus très performantes, ou alors elles vont démissionner. Et comme elles n'ont pas communiqué, lorsqu'elles viennent voir l'entreprise pour dire je m'en vais, l'entreprise ne comprend pas, elle se demande d'où ça vient. Et une fois encore, on n'a pas échangé, on n'a pas communiqué. Est-ce que tu as dit que tu voulais faire autre chose? Non, mais je fais mon travail, donc il devrait savoir que... Non, il faut communiquer, communiquer, communiquer. Maintenant, lorsqu'on a exprimé un souhait, lorsqu'on a dit qu'on voulait aller vers telle ou telle direction et qu'on ne nous répond pas, c'est différent. Mais souvent, on n'en arrive même pas à ce niveau-là. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, qu'il faut communiquer, parce que je crois que c'est le vrai nœud, en fait, du problème.
je vois beaucoup de personnes qui disent je suis pas bien, je n'aime pas là où je suis, je n'avance pas. C'est le discours de 80% de personnes. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Et j'aime beaucoup la citation il y a un docteur Seuss qui dit il faut bouger, tu n'es pas un arbre. Mm. On n'est pas des arbres, on a la capacité d'être en mouvement, de s'exprimer, de pouvoir exprimer ce que l'on veut. Et je pense que culturellement, on n'est pas habitué à ça parce qu'on a grandi dans une structure professionnelle qui dit que non, quand je travaille bien, ma promotion est assurée. Ça, c'était valable peut-être il y a 20 ans, Il y a je 20 pense. ans, tout à fait. Aujourd'hui, le monde du travail a complètement changé. Comment est-ce que tu peux nous expliquer cette nouvelle dynamique Ouais. et comment est-ce qu'on peut s'intégrer dans cette dynamique de façon à pouvoir évoluer de façon saine et s'épanouir en tant que professionnel? Ce que je dirais, c'est que chacun est acteur de sa propre carrière. Il ne suffit pas d'attendre, comme tu l'as dit, que quelqu'un vienne nous dire « Ah, tu peux faire ci ou tu peux faire ça ». Je souhaite faire une formation, je l'exprime et je me bats pour l'obtenir et avoir un plan pour après. Il ne suffit pas de faire une formation, par exemple. Je fais une formation afin de passer une étape Ça aussi, on voit ça suivante. beaucoup. Hein. Voilà. Non, je sens que je dois me former, mais je ne sais pas pourquoi. Et Voilà. je ne sais pas à quoi. Je dis, OK, bon. Voilà. Il faut toujours avoir un objectif, il faut savoir où on va. Comme tu le disais, avant, l'évolution se faisait de manière automatique, un petit peu comme ce qui se passe dans la fonction publique, avec des échelons, des avancements automatiques. On ne parlait pas de performance. Et ça ne marche pas, parce que lorsqu'on évolue, on va de toute façon atteindre un certain plafond, rien qu'au niveau de la rémunération. Parce que qui dit évolution dit augmentation de salaire, mais pour pouvoir payer des salaires, il faut qu'il y ait de la performance derrière. Et souvent, ce sont deux systèmes qui ne sont pas liés. Alors qu'aujourd'hui, la manière moderne de voir les ressources humaines, le management des ressources humaines, c'est de lier la performance et la rémunération, et donc le chiffre d'affaires. Donc, on doit manager son capital humain en fonction des résultats et de la performance individuelle et collective. Je suis performant. Donc, c'est ce qui me permet maintenant d'atteindre des niveaux supérieurs, continuer à évoluer personnellement. Donc, chaque collaborateur doit avoir un plan. Je suis entré dans l'entreprise en tant que temps, mais dans 3 ans, où est-ce que je peux aller? Et ce n'est pas dans 3 ans qu'il faut se poser la question. J'ai envie de dire, c'est dès le début. Et même, j'ai envie de le dire pour les parents, dès lors qu'on fait un choix d'études, il faut déjà réfléchir à sa carrière. Ce n'est pas lorsqu'on commence à travailler. Il faut y penser le plus tôt possible. Et puis maintenant, jalonner chaque étape et faire ses choix de carrière en fonction de son projet personnel. Alors, je prends un exemple. Quelqu'un qui n'est pas forcément en entreprise a un projet personnel. Et quel est le rôle du cabinet RH dans ce cas-là? Quelqu'un vient te voir, j'aimerais savoir où j'en suis, je suis entre 2 postes, je cherche un emploi, je sais que j'ai des compétences, je suis bon. Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu peux apporter à cette personne à ce moment-là? Je rencontre de plus en plus de personnes dans cette situation, souvent des personnes qui ont environ 7-10 ans d'expérience, qui ont fait leurs preuves dans leur métier, mais qui savent qu'ils doivent passer à l'étape supérieure, mais ils ne savent pas comment. Donc, on va faire un état des lieux, tout simplement. Où est-ce que la personne en est? Bon, les compétences, bien sûr, ce qu'elle sait faire, mais surtout ce qu'elle a envie de faire. Quand tu dis ce qu'elle sait faire, c'est un bilan de compétences? D'une certaine manière, un bilan de compétences, mais moi, j'aime plutôt parler de bilan de carrière. C'est-à-dire? Parce que lorsqu'on veut évoluer, on regarde les aspects professionnels, mais il faut aussi regarder les aspects personnels. Où est-ce que j'en suis de ma vie personnelle? Est-ce que je me connais bien? Est-ce que je sais exactement ce que je veux faire? Est-ce que ma vie personnelle me permet de me lancer, je ne sais pas, dans une formation de 3 ans ou pas? Et de quoi j'ai besoin pour me sentir bien au travail? Et donc, on va passer par cet état des lieux. Et souvent, ce qui a été dit au début n'est pas forcément vrai à la fin, parce qu'on va se rendre compte que, bon, peut-être j'ai une personne en face de moi qui est dans les métiers de la finance, mais en fait, ce qu'elle aime, c'est l'agriculture. Voilà. Et là, les gens ont peur de se dire, quitter ces métiers de la finance pour aller faire de l'agriculture. Et là, notre rôle, mon rôle, ça va être justement de les accompagner pour leur dire, voilà comment c'est possible. Peut-être pas du jour au lendemain, parfois ça se fait du jour au lendemain, mais en tout cas, il faut poser des choses concrètes pour voir comment, à mon sens, c'est d'aller faire ce que l'on aime et ce qui est réaliste aussi. D'accord. Et c'est quoi finalement ça? J'ai bien compris, un état des lieux, le bilan de carrière, avec un accent sur le professionnel, sur le personnel, sur les possibilités, sur être réaliste surtout, dans le cadre d'une transition éventuelle de métier ou une transition de secteur d'activité. Mais ma question, c'est si un individu lambda, lui, demande
un bilan des compétences, à quoi ça correspond? On dit bilan de compétences, mais il y a quoi dedans? D'accord. Alors, dans le bilan de compétences, on va faire un point sur les compétences techniques et les compétences non techniques. Donc, les compétences techniques, c'est tout ce qu'on a appris, on va dire, à l'école, et puis aussi sur le terrain. Donc, il y a la formation initiale, on a appris un métier, on a pu se former au cours des années, c'est la formation professionnelle continue, et surtout, il y a tout ce qu'on a appris sur le terrain de par l'expérience. Donc, on utilise des référentiels pour maintenant identifier ces différentes compétences techniques et puis dire quel est notre niveau de maîtrise dans chacune de ces techniques. Est-ce qu'on a des notions? Est-ce qu'on est confirmé? Est-ce qu'on est expert? En gros, c'est ça. Puis maintenant, je pense que le plus important, ça va être les compétences non techniques, le comportemental. Les soft skills. Les soft skills. Donc là, on va vraiment passer en revue, voilà, les atouts de la personne, que ce soit voilà en termes, est-ce que j'ai une capacité d'adaptation, est-ce que j'ai une capacité à échanger facilement avec les gens, est-ce que j'ai une capacité d'analyse, voilà. Toutes ces compétences qui sont très très larges, hein. Je pense que la liste elle est très très longue, mais c'est vraiment ces compétences-là aujourd'hui qui font la différence en entreprise. Souvent, lorsqu'on recrute, souvent les collaborateurs veulent des personnes qui vont être des personnes de confiance, donc ça fait référence à l'éthique, des personnes qui soient dynamiques, ça fait référence à l'agilité, des personnes qui sont capables voilà, de faire face à différents types de situations. Et je pense que l'époque dans laquelle on vit le veut, parce que la technique, ça s'apprend. Et en même temps, les métiers évoluent tellement vite que c'est pas vraiment ça le problème. Et c'est là encore, j'ai envie de rassurer les parents. Lorsqu'on a des enfants qui savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le comportement. Est-ce que je sais être un bon professionnel, quelle que soit la situation, le contexte? Alors, je résume, je récapitule un peu ce que tu as dit. Aujourd'hui, les entreprises se demandent plutôt, en termes de soft skills, des gens qui ont une capacité d'adaptation, une certaine agilité, de l'éthique. Est-ce que ce sont les 3 points essentiels qu'on te demande ou il y en a d'autres? J'aimerais bien savoir, avec toi aujourd'hui, les gens qui recrutent, quels sont les soft skills qui sont pour eux? Si tu en dois en donner 5 essentiels, Ouais. quels sont-ils? Alors oui, l'agilité, ça c'est certain. L'éthique, bien entendu. Je rajouterais aussi les compétences managériales. Donc, certains vont le mettre dans le technique ou pas. Bon, moi, je pense que... Non, pour moi, c'est un soft skills. Voilà, je pense que c'est un soft skills. On sort d'école. Oui. Quand je suis sortie d'école, je ne savais pas manager des humains. J'étais là, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Exactement. Je pense, et derrière le management, je pense qu'il y a cette capacité à mobiliser. Voilà, capacité à mobiliser. Donc, je pense que c'est important. Il y a l'analytique aussi. Et ça manque beaucoup. Il ne suffit pas d'écrire quelque chose ou de dire quelque chose. Il faut l'analyser et l'expliquer et d'une manière synthétique et pragmatique. Absolument. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui s'inscrire dans cette dynamique? Parce que les gens il y a encore une grosse frange de la population qui s'accroche aux techniques et qui n'arrive pas à comprendre l'importance de ces compétences comportementales. Comment est-ce que vous les sensibilisez en entreprise? Parce que tu vas avoir... Bon, moi, je vais prendre un exemple. On m'a confié récemment, un cabinet de ressources humaines m'a contacté et m'a dit, voilà, on a un client qui a un problème qui a un challenge sur un excellent manager technique. Le gars est super bon techniquement, mais il faut qu'il améliore sa façon de communiquer. Il faut qu'il améliore sa posture, etc., etc. Donc, c'était tout un truc et tout. Et on a commencé à travailler, on est d'ailleurs en plein dedans. Et c'est au fur et à mesure qu'il se rend compte en fait, que sa façon de communiquer n'est pas toujours très assertive, n'est pas toujours très bienveillante, qu'il a peut-être... Il y a aussi une différence culturelle aussi qui arrive, qui crée aussi des frictions au sein de l'entreprise, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut sensibiliser les entreprises afin qu'elles comprennent que pour que leur performance... Le gars, il est très bon commercialement. Hein. Tu dis, il va quelque part, il te décroche un business. Mais en interne... C'est pas facile. Pour moi, il y a 2 choses. Sur les postes de management, là, pour le coup, je pense qu'il y a un vrai plafond de verre. Il ne suffit pas d'être bon techniquement pour être un bon manager et tout le monde n'est pas dédié à devenir manager. Il faut accepter que certaines personnes soient très bonnes techniquement, mais qu'elles ne soient pas capables d'emmener les équipes. Il faut essayer. Déjà, il faut demander à la personne si elle en a envie. Il y a des personnes, ça ne les intéresse pas. Je connais des gens...
Je prends juste Voilà. un exemple. Là où je Ouais. travaillais, que j'ai commencé à travailler, je suis revenu 10 ans après. J'ai eu le temps de devenir même DG. J'ai laissé des gens, ils étaient au même poste, Même quoi. poste. Et ça les dérangeait absolument pas. Ils Voilà. étaient épanouis dedans. Voilà. Donc c'est personnel en C'est fait. personnel. Donc, je pense que le plus important, d'abord, il faut demander à la personne si elle en a envie ou pas. Si elle n'en a pas envie, il faut maintenant lui exposer quelles sont ses possibilités d'évolution. Moi, je l'ai rencontré en étant DRH. Et voilà, une personne qui techniquement faisait bien le boulot, mais maintenant, sur la partie relationnelle, commerciale et autres, c'était pas trop ça. On lui a dit, OK. Donc, si c'est ce que tu veux faire, sache que tu ne pourras pas aller au-delà de ça. Est-ce que ça te convient? Ça me convient. Moi, j'ai autre chose, ma vie personnelle, etc. Et je m'épanouis bien dedans. Bon, si les choses sont claires, que ça fonctionne, pourquoi changer? Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont bons techniquement, qui ne sont pas bons managers, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à manager. Comme tu l'as dit, à l'école, on n'apprend pas vraiment à être manager. Et lorsqu'on les accompagne, souvent, on leur dit des choses qui nous paraissent tellement basiques, ils découvrent. On allume la lumière. Et je pense qu'effectivement, il faut vraiment accompagner ces personnes-là, repartir des basiques en disant, bon, bah voilà, tu travailles avec des êtres humains, chacun a sa sensibilité, chacun a son humeur, voilà comment il faut faire pour les emmener avec toi, il faut être à l'écoute, mais en même temps, il faut les diriger. Bon, voilà, il faut leur expliquer. Et souvent, lorsqu'on a ces échanges-là, c'est le sentiment d'allumer la lumière et ça change du tout au tout. Voilà. Donc, il faut les accompagner, mais certains y arrivent et d'autres n'y arrivent pas. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, après un certain délai, hein, voilà, faut quand même se laisser un peu le temps, mais il faut aussi prendre des décisions, parce qu'il y en a qui veulent, mais qui n'y arrivent pas. Et Mhm. quand on n'y arrive pas, ben, il faut aussi en tirer les conséquences. D'accord. Donc c'est important ce que tu dis, c'est intéressant. Est-ce que tu rencontres en proportion des gens qui ne veulent pas vraiment changer leur vie, même s'ils ont les compétences? Est-ce que c'est pas plus les femmes que les hommes ou est-ce que c'est proportionnellement égal? Euh, alors, je ne peux pas vraiment donner de statistiques, mais en tout cas, mon ressenti, c'est que c'est vrai que lorsqu'on est homme et femme, l'approche n'est pas la même. Un homme qui ne va pas avoir beaucoup de facilité en termes de relationnel et de management, c'est pas forcément parce qu'il ne veut pas, ça peut être lié à sa personnalité. Et comme je disais, on allume la lumière, parfois ça prend, parfois ça ne prend pas. En ce qui concerne les femmes, pour une partie en tout cas, souvent, on est atteinte du syndrome de l'imposteur en se disant ah non, il y a des postes que je ne peux pas demander parce que j'ai les enfants, il va falloir que je rentre plutôt à la maison, parce qu'on ne nous apprend pas à nous mettre en avant aussi. Et c'est ça en fait qui constitue un frein, ou alors on se dit ils ne voudront pas. Moi, j'ai déjà rencontré des femmes qui se limitaient parce que voilà, j'ai fait un recrutement sur un poste très important, un poste de cadre d'une femme qui avait déjà des enfants, etc. Et au cours du recrutement, on avait fini de négocier le recrutement. Et elle me dit, ah écoute, je suis enceinte. Donc je suis désolée, il faut que j'abandonne, je ne pourrai pas occuper ce Parce que dans sa poste-là. tête, quand tu es enceinte, tu dois pas être à un poste parce que ça a toujours été comme ça. Tu étais comme ça pendant Voilà, longtemps. c'est qu'ils vont le prendre comme une trahison. Voilà. Exactement, Et je lui ai dit, bon, non, je ne vois pas pourquoi. Je vais en parler au client bien sûr. et on va voir. Mais pour moi, ce n'est pas un motif pour mettre un terme à ce recrutement. Et donc, je m'adresse au client qui, forcément, bon, s'est posé quand même des questions, soyons honnêtes. Je C'est lui ai dit, normal. c'est normal, mais je lui ai dit, la personne est honnête. Elle vous annonce la chose dès le début. Elle aurait pu ne pas le dire, signer le contrat et puis vous annoncer 3 mois après qu'elle était enceinte. Elle vous l'annonce avant, bon, une grossesse, voilà, ça dure ce que ça C'est dure. Un 9 mois congé, de... c'est 9 mois. L'arrêt, le congé maternité, bon, au bout de 3 mois, c'est bon, c'est réglé. On peut préparer l'avant, on peut préparer l'après. Et l'entreprise a joué le jeu, c'est ce qui s'est fait, ça a très bien fonctionné. Une fois encore, la communication. Euh, donc voilà, je pense que les femmes aussi, il faut qu'elles osent. Et en face, qu'il y ait aussi des personnes qui soient prêtes à leur donner leur chance. Mais une fois encore, je pense que c'est la communication qui règle beaucoup de choses parce que les entreprises souvent se disent ah oui, mais peut-être qu'avec les femmes, il peut y avoir tel ou tel problème. Mais si les femmes aussi posent, on va dire, les choses, leur réalité sur la table, avec peut-être un début de solution, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu parce que les femmes dans les rôles de Maintenant, manager, de plus en plus en tout cas. oui, je veux dire, c'est plus que maintenant. Je veux dire, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'était moins comme ça. C'était moi, mais c'est là où c'est quand même important d'avoir aussi des RH qui jouent leur rôle.
Voilà, c'est Voilà, ça. C'est aussi... pour faciliter. exactement. Voilà, parce que je pense pas qu'il y ait des gentils et des méchants d'un côté. Je pense qu'il faut simplement que les gens se comprennent. Moi, quand j'étais RH en entreprise, j'essayais vraiment de faciliter les choses. Le nombre de fois où j'ai organisé des allaitements en entreprise où c'est prévu dans les textes depuis des années, mais personne ne le faisait. On ne sait pas. Voilà, il suffit d'aménager une salle, Non, c'est même pas quelle place de et le fait. Les gens ne puis le savent même pas. ils ne le savent pas, Les ou gens ne alors le ils savent n'osent même pas. pas. Même, franchement, il y a une méconnaissance aussi Voilà, une des choses. méconnaissance. Et cette méconnaissance aussi, c'est aussi, il faut accès à l'information. Tout à fait. Et il faut sensibiliser en interne. Et il faut aussi aller chercher l'information. Chercher l'information et puis faciliter en mettant en œuvre des choses. Donc, il suffit d'aménager une salle. Une dame qui peut allaiter son enfant, ben, on gagne du temps, quoi. Bien C'est-à-dire, sûr. elle allaite son enfant, la nounou vient, elle repart avec l'enfant et puis elle continue de travailler, tout le monde est content. J'ai aussi eu à organiser des séminaires. Voilà, il y avait des femmes qui avaient des enfants en bas âge. On donnait l'autorisation à ces femmes de venir avec leur enfant. Bien sûr. C'est possible, Bien sûr. mais il faut faciliter et créer l'environnement qui facilite voilà, ce genre de choses. Moi, je pense que c'est ça la tendance, hein, des crèches en Tout entreprise, à fait. des heures d'allaitement, des possibilités d'avoir du télétravail, une journée de télétravail par semaine, Mhm. etc. Assouplir un petit peu, faciliter, pour pouvoir vraiment donner l'opportunité à des femmes compétentes de s'approprier, d'être dans leur poste. Tout à Mais fait. j'ai vu aussi, j'ai discuté avec une de mes clientes et elle me disait elle avait un challenge. Elle avait eu un challenge une fois où il y avait un mari et une femme qui étaient dans la même entreprise, c'était une Mhm. banque dans un certain pays. Et elle a donné une promotion à la femme qui a refusé parce qu'elle ne voulait pas avoir une promotion supérieure à À son son mari. mari. Vous Ah, voyez, donc il y a quand même toute cette construction mentale c'est vrai. qui est là et qui continue. Mais tu sais, il y a même des entreprises qui refusent les couples. Oui, Moi, j'ai eu à combattre contre ça, où on me disait, mais pourquoi tu as embauché le mari ou Bon, si les choses sont affichées, si je c'est pense qu'il clair, faut que les choses soient c'est toujours claires. la communication en fait, la Voilà, clé. voilà. Je connais aussi, j'ai des entreprises clientes qui ont clairement indiqué dans leur règlement intérieur que s'il y avait des couples qui se Il faut formaient, déclarer, faut le déclarer. absolument. Après, il y a certaines activités qui ne pas aller dans cette direction. Bon, tant que c'est justifié, expliqué, je vois pas vraiment où est le problème. Mais Bien il faut que sûr. les choses soient clairement exprimées. Puis bon, après tout le reste, bon, il y a du travail à faire. Et oui, je Mm. vois que le chantier est encore très vaste. Mm. Euh, Selon toi, les ressources humaines, est-ce qu'elles ont une spécificité africaine? Oui, elles Comment- ont une spécificité. C'est quoi notre spécificité? La spécificité des ressources humaines en Afrique, c'est C'est quand la conversation devient chic, là, je veux plus, je commence à te poser des questions compliquées. la personne, les relations. Souvent, lorsque je fais des audits ou des enquêtes de climat social, ce qui ressort souvent, ce que les gens recherchent, c'est l'ambiance familiale. On se préoccupe de l'autre. On dit bonjour, prend des nouvelles de la famille. Et en tant que manager ou patron, avant de prendre une décision en ce qui concerne une personne, on va toujours tenir compte de sa situation personnelle. Est-ce qu'il est chef de famille? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que à tort ou à raison, hein, parce qu'à la fin, on doit faire fonctionner des business. Mais en tout cas, c'est une réalité. Moi, j'ai même vu des managers qui parfois mettaient de leur poche pour donner des primes à des Oui, j'ai vu ça, bien collaborateurs sûr. pour J'ai les vu ça. motiver. Bon, moi, je suis pas forcément pour, mais en tout Oui, bien cas, sûr. c'est un constat. C'est que, voilà, j'ai envie de les motiver. L'entreprise ne peut pas forcément. Et d'ailleurs, souvent, je leur dis, mais est-ce que vous avez demandé à l'entreprise s'ils étaient disposés à le faire? Ah non, je me suis dit que. Demandez déjà, parce que peut-être qu'ils Communication. sont prêts à le faire. Mais si vous Absolument. ne demandez pas, s'ils ne savent pas qu'il y a ce besoin-là, comment voulez-vous qu'ils mettent en place des primes au mérite ou ce genre de choses? Il faut demander, il faut l'exprimer. Mais en tout cas, je pense que c'est la spécificité principale, c'est vraiment l'individu, elle est vraiment au cœur du dispositif. Alors, c'est intéressant ce que tu me dis. Hier, avant-hier ou hier, je déjeunais avec un DG d'une grosse compagnie Mhm. et il me disait, à Lomé, et il me disait que oui, c'est bien, vous faites des formations, vous accompagnez les gens, c'est très bien. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a l'impression que il y a quelque chose qui n'est pas fini parce qu'il dit que le challenge qu'il a, quand quelqu'un prend un nouveau poste, souvent, Mhm. c'est que la personne n'ose pas renvoyer les personnes qui Ouais. peuvent entraver la performance. Tout à Et fait. que, quelque part, nous qui sommes dans tous ces métiers-là, on a aussi un rôle à jouer parce qu'on les accompagne, on les laisse là et on ne voit pas comment est-ce qu'ils peuvent vivre ça émotionnellement. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile parce qu'en Afrique,
on sait qu'une personne nourrit à peu près 10, 20 personnes. Voilà. Donc, quelque part, comme tu l'as dit, on a plus de difficultés à dire à quelqu'un, tu pars. Ouais. Parce qu'on se sent moralement responsable quelque part. Mais en même temps, si cette personne ne part pas, c'est peut-être toi qui vas partir. Et c'est peut-être l'entreprise qui va fermer Et aussi. qui va couler aussi. Voilà. Voilà. En fait, je pense que l'autre spécificité des ressources humaines en Afrique, c'est l'émotion. On est trop dans l'émotion. L'émotion. On est trop dans l'émotion, donc effectivement, c'est difficile de mettre un terme à un contrat. Donc, ce qu'il va falloir expliquer à ces personnes qui doivent prendre ces décisions, c'est que garder une personne qui nous empêche d'avancer, donc on peut se mettre soi-même en péril, mais on met en péril aussi tout un système, parce qu'il y a des personnes... Souvent, je donne cet exemple-là. Tu as un collaborateur qui arrive toujours en retard. Et sur une équipe de 10, les autres arrivent à l'heure. Ils font tous les efforts pour être à l'heure. Puis il y en a un qui est toujours en retard. On laisse couler. On dit, ah oui, on a toujours des explications. Je dis, mais c'est injuste pour les 9 autres qui sont toujours à l'heure. Parce qu'eux, ils font des sacrifices pour être à l'heure. Et donc, en maintenant ce système, c'est leur donner un message, leur disant, bah, tu peux aussi arriver en retard. Et si tout le monde arrive en retard, ça va plus fonctionner. Absolument. Donc, c'est vrai que ce n'est pas agréable de sanctionner, ce n'est pas agréable, mais ça fait partie du job pour faire en sorte que le système fonctionne. Si on ne le fait pas, eh bien, on va accumuler les casseroles, on sera plus performant et peut-être que demain, on sera obligé de licencier des gens et voire même mettre la clé sous la porte. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a tendance, tu as parlé d'émotion, on prend tout personnellement. Et en entreprise, quelqu'un peut ne pas être performant ou avoir une attitude. Et dès qu'on lui fait une remarque, la personne ne m'aime pas. Alors que ce n'est pas vraiment lié en réalité. Non. Donc cette culture aussi, je reviens, c'est l'émotion, cette culture de l'émotion dans la gestion des ressources humaines africaines, comment est-ce qu'on peut la dépasser ? Une fois encore, je pense que c'est par la communication. En fait, quand on va avoir ces interactions avec les collaborateurs pour leur dire, voilà, tu ne vas pas dans la bonne direction, tu devrais améliorer telle ou telle chose, déjà, il y a la manière de le faire. Il y a la manière de le faire. Et puis, il faut aussi distinguer la partie rémunération et la partie évaluation. Parce que souvent, comme ça va ensemble, et puis comme tu le disais, mais si je ne lui donne pas l'augmentation, il va avoir des problèmes pour gérer sa famille, etc. Ça fausse tout. Donc, il faut évaluer, dire ce qui va, ce qui ne va pas, et se baser uniquement sur la performance et ne pas mettre des augmentations, on va dire, automatiques en fonction d'une note. Que souvent, on va faire une bonne évaluation. Oui, ça arrive souvent. Pour que voilà, la personne ait une bonne note, qu'elle ait son augmentation et puis qu'elle ne fasse pas la tête le lendemain et qu'elle soit toujours disposée à travailler. Il faut être plus constructif. On peut arriver au même résultat, accompagner la personne lorsqu'elle n'est pas performante, ne pas la laisser lui dire ce que tu fais, c'est pas bon. L'accompagner pour faire en sorte que la fois d'après, on puisse effectivement l'augmenter parce qu'elle a été performante et le faire dans une dynamique la plus positive possible. Ce n'est pas parce que cette fois-ci, je n'ai pas été performante que demain, je ne le serai pas. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas été performante que je ne suis pas un bon collaborateur. Et je pense qu'il faut dédramatiser un petit peu les choses. Moi, je me souviens, j'ai une patronne que tu connais très bien au Sénégal, qui était très forte pour ça. Grande dame. Une très grande dame. Très charismatique. Pour passer des messages difficiles, mais les personnes sortaient de là avec un grand sourire. Non, elle alors est trop, qu'on leur avait c'est un dit autre qu'en level. fait, Son level est trop high. Voilà, mais je pense que c'est vers ça. On te fait un coucou. Tu sais qui tu es. C'est vraiment ça. Je pense que c'est la bienveillance, en fait, qui va faire la différence. Il faut être bienveillant sans être dans l'émotion, mais il suffit d'être bienveillant, d'expliquer aux gens, de les accompagner. Et je pense que ce sont des éléments qui peuvent permettre de sortir un peu de certaines situations. Donc, le management bienveillant peut être un vecteur de transmission pour pouvoir gérer ses émotions et ne pas... Moi, j'aimerais savoir pourquoi les ressources humaines? Qu'est-ce qui t'a mis? Qu'est-ce qui te plaît dans les ressources humaines? Ça, c'est une bonne question. Voilà, tout à l'heure, en introduction, tu m'as demandé qui j'étais. Je t'ai dit que j'étais une amoureuse des ressources humaines. Moi, j'ai commencé par le droit. Voilà, j'ai commencé par le droit. J'ai fait du droit du travail. Pourquoi le droit du travail? Tout simplement, quand j'ai commencé à chercher ce que j'allais faire, je me suis adressée à mes aînés. Et j'ai demandé, ton avis dans le droit, qu'est-ce qui est intéressant? On m'a dit, les relations du travail, ça portera toujours. Il y aura toujours des conflits, en tout cas des sujets dans les relations Tant du qu'il y a travail. des humains, il y aura des palabres. Voilà. Donc, je me suis orientée vers cela. Il n'y avait pas beaucoup de spécialistes d'ailleurs. Et ensuite, la partie pure juridique, j'aime beaucoup, mais j'aime le relationnel. Et ça, je pense que c'est lié à ma personnalité. J'aime les gens. Oui, j'aime les gens. Et donc, assez rapidement, je me suis orientée vers... et c'est
ce qui m'a permis en fait d'avancer assez rapidement dans ma carrière sur des postes plus généralistes. Et comme j'avais en plus cette casquette de juriste, c'était un profil assez atypique à l'époque en tout cas, et donc ça m'a permis d'évoluer rapidement. Et puis, j'ai toujours eu aussi cette chance-là qu'on me demande au fur et à mesure ce que je voulais faire. Et j'ai toujours dit, moi, je continue dans les ressources humaines, c'est ce que j'aime faire. J'aime aider les gens, aider à faire en sorte que les choses aillent mieux et qu'on aille dans la bonne direction et que chacun donne le meilleur de soi-même. Je crois que c'est vraiment ça. Wow, c'est chouette, merci. Oui, je t'en prie. Nice, I like that. Alors, moi, je voudrais que si tu avais des conseils à donner aujourd'hui, on a beaucoup de professionnels de tous âges. Hein. On a des plus jeunes, des moins jeunes, etc. Non, même les moins jeunes, nous aussi, on est jeunes. N'est-ce pas? Et des gens qui ont des carrières plus longues, disons, ou des gens, c'est vraiment des professionnels. Comment est-ce qu'ils doivent aborder cet aspect ressources humaines en tant que professionnels? Ils ont envie d'évoluer, mais parce que je rencontre beaucoup de gens qui viennent me voir. Oui, je dis, je ne peux pas te coacher comme ça, parce que j'aimerais bien que tu ailles aux ressources humaines. Tu en discutes avec eux, que tu vois où est-ce que vous en êtes, et tu n'as pas à prendre ça en charge. Ton entreprise a la possibilité de prendre en charge ça dans ton plan de carrière. Je vois beaucoup de gens qui viennent, et puis oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé, on va leur demander. Je dis, donne-moi le nom d'entreprise, je leur écris. Et ça m'arrive tout le temps. Je les ramène vers l'entreprise. Une fois, j'ai eu une dame, elle n'osait pas. Non, je dis non, je vais appeler ton patron que je connaissais. Il me dit, mais pourquoi il ne m'a pas demandé? Tout simplement. C'est possible, il n'y a pas de souci. On n'a aucun souci à accompagner nos équipes à grandir, à voir qu'ils ont un besoin, etc. Quel message tu peux leur envoyer pour qu'ils comprennent que les ressources humaines ne sont pas là, c'est pas seulement pour vous chasser. Parce que chez nous en Afrique, là, c'est recrutement, chassement. Chassement. Chasse de tête et chassement. Chassement. Donc, chasser les gens. Donc, comment est-ce que tu peux les éclairer et les aider par rapport à ça? Oui, je pense qu'il faut changer l'image des RH. Je pense qu'on a une grosse responsabilité en tant que professionnel RH. Et ça, je le dis tout le temps lorsque j'accompagne les professionnels. GRH, tout ça. Là. Vous avez entendu, non? On a une grosse responsabilité. ASPRH, toutes les associations RH, là, voilà. les cousins, mes amis préférés. C'est ça. Il faut vraiment que les RH prennent conscience de leur rôle dans l'entreprise. Il faut qu'ils fassent leur propre marketing. Le marketing RH, ce n'est pas juste un effet de mode. C'est montrer qu'on est là et montrer ce qu'on peut apporter pour que justement ces personnes-là qui sont perdues aient ce réflexe de s'adresser à leur RH, non pas uniquement lorsqu'elles veulent une augmentation ou lorsqu'elles ont un problème avec leur manager, mais avant tout pour construire leur carrière et leur développement personnel. Donc ces personnes-là, j'aurais tendance à leur dire « venez me voir », mais un peu plus sérieusement, oui, essayez de prendre attache avec les RH. Bon, alors, souvent, les RH souffrent d'une mauvaise réputation dans les entreprises, et ça, je le déplore. On dit, oui, mais les RH, que fait les RH, que fait les RH? Bon, les RH aussi, c'est pas évident pour eux, mais ils ont quand même ce rôle. Il faut qu'ils s'affichent comme aidants dans l'entreprise, comme facilitateurs. Tu sais qui je vais inviter la prochaine fois des RH, tiens, pour parler de ça. Parfait. Si les RH arrivent à prendre leur place, alors souvent ce qu'ils vont répondre, c'est « Ah oui, mais la direction ne me donne pas cette opportunité ». Il faut aussi les bousculer un peu. Essayons de bousculer, parce que si on le fait, ça va aider tout le reste, tout le personnel, toute cette population qui est un petit peu perdue, qui ne sait pas où aller. Et tout le monde y gagnera à la fin. Donc, affichez davantage les règles pour que ces personnes-là puissent venir vous voir et que vous construisiez ensemble maintenant des carrières. Mais attention, ce n'est pas la RH qui va tout faire, ce n'est pas l'entreprise qui va tout faire. Une formation ne règle pas tous les problèmes. Merci, il faut leur dire ça. Voilà, vraiment, les gens pensent que dès qu'ils vont être formés, ça y est, ils vont devenir... ils vont avoir la promotion, l'augmentation. Ça, il faut qu'on démystifie cette affaire. Voilà. On ne fait pas une formation pour faire une formation, ça doit s'intégrer dans un plan. Voilà, dans ce plan de développement personnel, je veux arriver à ça dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Quelles sont les différentes étapes? Ça peut passer par de la formation ou pas. Et souvent, moi, je décourage les gens à faire de la formation. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Tu es contre mon développement? Ce n'est pas ça. Mais c'est que souvent, les gens veulent faire de la formation pour les mauvaises raisons. Non, un coaching, souvent, je trouve que c'est plus intéressant que de la formation. Ça peut être du coaching technique, du coaching plus en développement personnel. Ça peut être plus intéressant. Mais le choix de la formation est important. On ne va pas faire une formation juste pour aller se promener et après venir demander une augmentation. Ça doit s'intégrer dans son projet personnel, mais ce projet personnel doit aussi s'inscrire dans le projet global de l'entreprise. On ne va pas aller demander une formation cuisine
dans une entreprise qui produit du pétrole, par exemple. Bien sûr. Donc, Il faut être cohérent. Il faut être cohérent, il faut avoir un plan et surtout anticiper dès le plus jeune âge. Tout à l'heure, à bon escient, j'ai parlé de mon propre parcours. Je pense qu'il faut s'y prendre le plus tôt possible dans le choix des études, le choix de la formation initiale et vraiment jalonner tout cela d'étapes bien précises et se donner les moyens d'y arriver. Alors, merci beaucoup. Alors, on arrive vers les dernières minutes de notre entretien. Et je voulais que tu nous dises vraiment, selon toi, avec tout ce qui se passe dans la révolution des métiers, on parle de l'IA, on parle de beaucoup de choses, on est passé du digital, etc. Comment est-ce qu'on peut survivre en tant que professionnel avec toutes ces nouvelles données qui sont intégrées, on ne peut pas aller en arrière, on ne peut qu'aller en avant. Et c'est vrai qu'il y a eu la révolution industrielle, il y a différentes révolutions. Exactement. Mais cette révolution-là, du digital, de l'intelligence artificielle, du métier, parce que c'est une révolution de métier, comment est-ce qu'on peut l'appréhender? Je vois beaucoup de gens qui sont stressés. Oui, c'est vrai que cette révolution, elle est impressionnante, parce que ça va de plus en plus vite. Mais moi, je vois ça de manière très positive. Ah oui, moi aussi. Je me dis, et d'ailleurs, je l'ai entendu dans l'une de tes interviews, il faut vivre avec son temps. Il faut suivre le flow. Je crois que c'est le terme que tu as utilisé. Je crois que c'est vraiment ça. Faut pas avoir peur parce que de toute façon, les choses iront de l'avant avec ou sans nous. Il faut s'adapter, une fois encore. Adaptabilité, l'adaptabilité, il faut s'intéresser. Mais en même temps, je m'inquiète parce que voilà, tu as parlé de digitalisation. Aujourd'hui en Afrique, et ça vraiment, c'est un grand combat pour moi, on n'est pas digitalisé. Si on regarde dans les plus grosses entreprises, il n'y a pas de workflow. Les directeurs ont encore des tonnes de parapheurs à signer tous les jours, alors qu'il suffirait de cliquer sur un bouton en ayant mis en place un ERP digne de ce nom. Donc, si déjà on n'a pas mis ça en place, comment est-ce qu'on va prendre le train en marche? Et je suis vraiment préoccupée parce que même au niveau de la jeunesse, il y a encore beaucoup de jeunes qui ne sont pas capables de taper un document sur Word. Alors que ça fait déjà 20 ans, 30 ans qu'on fonctionne tous sur des PC. Beaucoup de gens qui ne sont pas capables de faire des recherches en ligne. Donc, comment prendre le train en marche alors que vraiment le B.A.-ba n'est pas acquis. Donc, vraiment, la préoccupation, avant de courir après le diplôme, après le titre, c'est vraiment ce B.A.-ba. Est-ce que je maîtrise le pack office? Est-ce que je suis capable de faire des recherches sur Internet? Est-ce que je suis capable de... Et maintenant, est-ce que je m'intéresse un minimum à l'IA? Est-ce que c'est juste pour faire des photos de profil ou c'est pour justement l'intégrer? Voilà. Ou c'est vraiment pour l'intégrer dans son quotidien et a fortiori dans son travail. C'est la préoccupation qu'on doit avoir et non pas tel métier va disparaître. Bien sûr, les métiers vont disparaître. On ne sait pas quels seront les métiers de demain et j'ai presque envie de dire que c'est ça qui est génial. C'est que finalement, c'est ouvert. Les possibilités sont illimitées. Voilà. Only the sky is the limit. Exactly. Even the sky is not the limit. Moi, je dis toujours beyond the sky. Beyond the sky. Donc, vraiment, je pense qu'il faut voir les choses de manière positive, mais aussi, une fois encore réaliste. Est-ce qu'on a déjà les bases? Et si on ne les a pas, il faut se dépêcher de les avoir pour prendre le train en marche. Merci beaucoup. Alors, tu as dit des choses très, très pertinentes. Moi, je note les 3 mots essentiels que tu as. Tu as parlé de beaucoup de communication, expression, dire ce que l'on veut, mais aussi communiquer ce que l'on a à offrir en tant que département RH. Très important, tu as parlé de marketing RH. Donc, les RH, je sais qui je vais inviter ici. Les 2 Souleymane, là, vous connaissez? Ah, n'est-ce pas? Tu les connais, non? Je les connais. et ensuite, tu as parlé aussi d'adaptabilité, d'agilité. Il y a un mot qu'on ne parle pas souvent quand on parle de soft skills, quand je pose la question, c'est l'éthique. L'éthique, très importante, et qui est la réputation, qui conditionne une carrière quelque part. Et donc, moi, c'est un peu ce que je retiens de cette conversation, ces mots essentiels, mais surtout de plan de carrière. Je note aussi, tu as parlé d'analyse de climat social. Donc, tout ça, c'est le rôle des RH. On n'en parle pas assez, on limite toujours les RH à 2 ou 3 choses. Dans l'imaginaire collectif, c'est ceux qui recrutent, ceux qui virent, ceux qui gèrent les salaires, et c'est ceux qui appellent pour dire « oui, tu n'es pas bien ». Alors que c'est toute une chaîne de valeur qui apporte beaucoup d'améliorations dans le développement des performances de l'entreprise parce que ça a un impact direct sur l'humain. Donc, Olga, merci. Je voulais te donner la parole pour ton mot de fin.
Oui. à nos auditeurs. Qu'est-ce que tu leur donnes? Qu'est-ce que tu leur dis? Oui, bah, moi je pense que je vais parler aux professionnels RH parce qu'on l'a dit, hein, ils sont vraiment au centre du dispositif. Mettez-vous en avant, soyez fiers de ce que vous apportez dans les entreprises. N'ayez pas peur d'aller demander aux entreprises de mettre en place des choses nouvelles. Les résultats seront là, mais vraiment aller jusqu'au bout, ça en vaut vraiment la peine et ça permettra à notre continent d'aller mieux, de mieux en mieux. Merci beaucoup, Olga, pour ton temps. Merci pour Merci à toi pour tout. l'invitation. On a beaucoup appris, en tout cas. On a appris plus sur le métier. Je pense que ça va beaucoup servir à la communauté. Mhm. Donc, à bientôt. On n'a pas fini. On va faire un autre. Hein. Ça Avec va pas- grand plaisir. On en fasse un autre. Avec Donc, grand plaisir. Merci, si vous Nabou. venez d'arriver, merci de vous être mis sur la chaîne déjà. Pour ceux qui ont suivi, bravo, parce que vous avez beaucoup appris aujourd'hui sur les RH, en même temps que moi. Vous voyez, on ne sait jamais tout. On a besoin toujours de s'éduquer, de s'informer. Alors, n'oubliez pas, vous venez d'arriver, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne de l'investissement sur soi, du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Je viens de recevoir la charismatique Olga Lawson. Tu n'as même pas dit comment s'appelait ton cabinet. LHA, Lawson Human Resources. C'est trop d'anglais dedans. Ah oui. Non, je te taquine. Donc, merci Olga. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche afin de bénéficier de nos conversations enrichissantes avec des experts, des professionnels de high level, les charismatiques c'est les vrais charismatiques maintenant qu'on est en train d'avoir là. Donc, à bientôt. Merci. Au revoir.